Hop, c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors ici, on est en direct de la région. Très belle Je salle, sais on est pas une si tu... dizaine de Attends, personnes je autour. t'active. Oui, voilà, au moins on ne voit pas tout le monde, mais on te voit au moins le temps des salutations. Voilà, beaucoup de monde, Voilà. Donc, effectivement. et à tous. Donc en direct de la région. Donc on est une dizaine autour de la table chargée de formation. Voilà, donc on en profite tous en fait pour se remettre un petit peu à jour sur la multimodalité. Moi, je suis très heureux que ces trois épisodes aient lieu et qu'on en fasse finalement une série de trois épisodes. Je vais juste vous dire que en fait les trois épisodes se termineront le 13 novembre. Alors on a trois épisodes de trois lundis de suite, hein, aujourd'hui, dans une semaine et dans 15 jours. Et puis le 13 novembre après-midi, on fera un atelier, donc là on se verra en présentiel à Colombelle, à Efficience, où on a demandé en fait à quelques organismes de formation qui ont mis en place la multimodalité de venir témoigner de comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils se sont pris, etc. Sans aller, en tout cas, se dire les bases de la multi, quand on a mis en place les bases de la multimodalité, comment on s'y est pris, quelles ont été les premières étapes, etc. Voilà. Donc on se donnerait rendez-vous et vous pouvez déjà vous inscrire sur le site communautique, hein. J'ai mis en ligne ça la semaine dernière pour le 13 novembre après-midi. Et puis sur ce, je te laisse la parole, Jean. On va faire comme d'habitude, on va chatter quand on. Donc j'essaierai de relayer les au fur et à mesure, sauf s'il y en a 15 par. Et puis, bonne webconférence, bon webinaire, à tout à l'heure. Je coupe mon son. 15 par, Bien, il coupe le son, comme Philippe Catherine. Il remet le son. Ah, c'est un musicien, c'est pour ça. Bien, alors, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à toutes celles et ceux que je ne connais pas là, dans cette grande salle de la région. Alors, désolé, on fera mieux la prochaine fois pour que vous soyez dans des conditions plus confortables de son notamment. Alors, on enchaîne tout de suite. Je rappelle quand même qu'on a lancé l'enregistrement. Donc, si vous souhaitez revoir certaines parties ou si vous avez des collègues, amis, responsables qui veulent visionner le replay. Voilà, donc on n'est encore pas dans les replays des grandes chaînes, mais c'est déjà bien utile le site de Communautique avec l'ensemble des replays. Alors, qu'est-ce que l'on va voir? Comment ça va effectivement se dérouler? Ces fondamentaux de la multimodalité, sans paraphraser ce que vient de dire Christophe, je vous ai rappelé simplement les dates avec les principaux thèmes en fait qui seront traités sur chacun de ces webinaires. Donc aujourd'hui, la multimodalité dans toute sa diversité, les coulisses de la multimodalité. Alors je suis désolé pour l'effet un petit peu pas très net, je ne sais pas pourquoi il m'a flouté un peu les images là aujourd'hui. On croirait que j'ai écrit ça à la main. Euh, le 22 octobre, nous verrons la dimension projet, en fait, le projet de formation multimodale. Donc, on sera un petit peu plus sur de l'ingénierie de formation, hein, ingénierie de projet, ingénierie de formation. Et puis donc, le fameux Explore Camp, donc ce temps d'exploration, de découverte, de rencontre avec des acteurs de la multimodalité. Alors, durant cette série, eh ben, il y aura effectivement on va dire trois temps différents, trois séquences, trois types de séquences différentes. Les webinars dont je viens de parler. Les rencontres, ce sont l'Explore Camp du 13 novembre. Et puis entre les deux, ce n'est pas un parcours obligatoire parce que vous n'êtes pas en formation dans le sens que l'on entend tous, hein, c'est-à-dire avec effectivement des activités à réaliser telles que le formateur les a décidées. Mais un parcours en autonomie malgré tout, avec des ressources d'apprentissage, des activités à réaliser, donc qui vous sera proposé à chaque fois entre les webinaires. Donc dès la fin de celui-ci, dans on va dire les minutes ou au plus tard dans l'heure qui suit le webinar, vous recevrez, donc là ça sera pour tous les collègues là, de la région Normandie, ça sera relayé par Christophe puisque je n'ai pas toutes vos adresses. Mais donc, vous recevrez donc un mail qui vous indiquera comment accéder aux ressources qui vous sont proposées en complément. Pendant les webinaires eux-mêmes, ben, il y aura
effectivement des temps qui vont être des temps d'exposé. Hein. Bon, et aujourd'hui, on va être d'ailleurs un petit peu plus expositif, un peu plus transmissif que l'on ne le fera très certainement dans les autres webinars. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ces échanges dans les temps intermédiaires ici, pour aussi pouvoir réinjecter un peu d'interactivité. Et quand je dis interactivité, je veux dire échange notamment. Donc de la discussion, bien évidemment, discussion à travers le chat, discussion où vous avez la possibilité tout en haut à gauche, vous vous souvenez de lever la main en fait et de demander à prendre la parole. Tous les micros sont activés, donc il suffit que vous activiez ou désactiviez le vôtre dès que je vous fais signe. De la collaboration, on verra de quelle façon, peut-être pas, enfin pas aujourd'hui, quoique peut-être un petit peu. De l'évaluation, oui, on va le voir, et puis on essaiera même d'y introduire peut-être une dimension un peu ludique, puisque ça fait partie des nouvelles, on va dire, pratiques ou des nouvelles méthodes que l'on essaie de, non pas d'introduire, mais plutôt de réintroduire dans la formation, que ce soit en formation via les outils numériques ou en formation face à face traditionnelle. Alors, la multimodalité, déjà, on va essayer de commencer par ça, c'est de quoi parle-t-on, hein, parce qu'on met des mots, et puis je vous propose simplement, voilà, on va balayer, il y a des choses qu'on va balayer très très vite, et c'est pour ça que je suis attentif à ce que vous pouvez mettre dans la petite fenêtre de chat, alors donc à la région, vous avez du coup Christophe comme secrétaire, donc ça c'est bien, c'est grand luxe, hein, il suffit de lui souffler les remarques et il rédige dans le chat. Pour les autres, vous le faites directement et moi je surveille vos éventuelles questions. Si on se place en termes d'histoire de vocabulaire, on ne va pas refaire l'histoire de la multimodalité, mais j'ai juste positionné sur cette diapo dans une sorte d'échelle de temps hein, que l'on aurait ici. Je dirais les quelques termes qui ont jalonné ou qui jalonnent encore aujourd'hui cette échelle de temps, de l'enseignement à distance qui remonte quand même au 19e siècle. Hein, les premières traces d'enseignement à distance, on les trouve au 19e. Et puis tout ça a évolué essentiellement en parallèle des outils de communication, le télégraphe, le téléphone, la poste, la télévision. Toutes ces avancées technologiques ont toujours eu un impact sur les pratiques de formation. Le DVD, ensuite les cassettes et autre chose. Et puis simplement ici, ce qui touche, on va dire, à l'ère du XXe siècle, hein, de fin des années 90 au début des années 2000, c'est autour effectivement du développement de l'usage d'Internet à travers les différents termes que sont e-learning, FOAD, multimodalité, bien sûr, qui est celui, rappelons-le quand même, puisque nous sommes avec vous en Normandie, que la naissance de ce terme multimodalité a eu lieu en Normandie et qu'elle est aujourd'hui reprise assez largement sur le territoire. D'autres termes, donc il n'y a pas de notion de synonyme hein, entre ces termes-là, mais on a souvent des choses qui sont assez proches et dont d'ailleurs même les spécialistes ont du mal à définir les frontières ou qui est dans quoi. J'ai gardé malgré tout ce terme que je vous retrouverai peut-être au hasard d'une ou deux diapos de FOAD parce que formation ouverte et à distance, c'est le terme qui a été retenu dans la loi. Donc le législateur, à travers la loi, à travers les décrets, que ce soit en 2014 ou en 2016, donc a retenu, et je pense que la nouvelle réforme retiendra également ce terme de FOAD. On retrouvera dans les décrets le terme de FOAD. Donc on va quand même le garder à l'esprit, même si aujourd'hui on va bien évidemment plutôt parler de multimodalité. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un quiz, en fait. Hein, je vais vous proposer de travailler un petit peu, on va être interactif. Alors, il va falloir que vous réfléchissiez en groupe pour pouvoir me donner, pour pouvoir saisir vos résultats du côté du côté de Caen. Mais alors, je cherche où est mon quiz et je vais vous proposer effectivement euh, quelques fausses, enfin, de vous positionner sur, présenter, on va jouer en mode anonyme et on va partager effectivement les résultats. Donc, on va faire question par question et je vais vous proposer effectivement de,
de répondre à 4 questions. C'est simplement un vrai-faux. Et donc, je vais vous demander de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, on décryptera assez rapidement qu'est-ce que l'on peut penser effectivement de ces 4 affirmations, qui sont 4 affirmations. Voilà, donc normalement vous devez voir en même temps que moi les résultats qui en fait s'affichent de façon dynamique, évoluent de façon dynamique. Alors on va vous laisser le temps de terminer. Donc je vois moi mon nombre de participants à chaque fois. Donc on voit que ça réfléchit à certains endroits. Voilà, Christophe, tu me feras signe quand vous avez terminé de votre côté, parce que du coup, j'imagine qu'il faut se mettre d'accord un petit peu avant de répondre. On a tout bien répondu. Vous avez tout bien répondu. Bon, on ne sait pas si vous avez juste pour l'instant, mais vous avez bien répondu. Ok, bon. Alors, là j'en ai 7, là j'en ai 5, 5. Voilà, donc on a à peu près les réponses de tout le monde. Bon, vous voyez, c'est jamais complètement unanime, hein. On a toujours quand même des visions un petit peu différentes, et c'est ça qui fait bien sûr l'intérêt. Et on va dire quelque part, c'est aussi pour ça que nous sommes là. Alors, je termine le sondage. Vous allez mettre fin au sondage. Oui, j'ai mis fin au sondage, tout à fait. Et je vais retourner sur mon diaporama pour que, eh bien, on décrypte, enfin, je vous propose de décrypter ensemble quelques-uns des éléments, quelques-unes des questions qu'on vient de voir. Alors, la première question, c'était, on disait en formation multimodale, on se forme seul. Alors, je renvoie du coup pour une part de l'explication. Donc, la réponse est oui et non, quelque part. On aurait pu en mettre une troisième, mais en règle générale, c'est non, parce que c'est surtout pour sortir de cette idée que, effectivement, si on fait de la formation multimodale et surtout si on met une part de distance, si on met des séquences à distance, ben, les gens vont être seuls. On peut être à distance, pas forcément à distance de son collègue stagiaire, pas forcément à distance tout seul chez soi. Dans le terme FOAD, rappelez-vous, formation ouverte et à distance, ou à distance, il y a le haut, et le haut, c'est la formation ouverte, justement. Dans une formation ouverte, on est sur un dispositif où l'on peut se former surtout quand on veut. Et ça veut dire quand on veut sur différents sujets, différents parcours, mais ça peut être ensemble dans un même lieu. Donc on peut faire venir des stagiaires, les laisser en autonomie. Ils peuvent venir d'ailleurs à des heures différentes, mais ils peuvent se retrouver également dans un même lieu pour suivre leur parcours individuel. C'est par exemple les centres de ressources qui vont être ouvertes, que l'on soit en entreprise ou en organisme de formation, une salle informatique, un centre de ressources multimédia, permettent effectivement de répondre à ce besoin aussi, ou ce souhait, ou laisser cette possibilité de se retrouver ensemble pour faire son parcours, qui peut rester un parcours individuel. Dans un autre domaine, les MOOC, bien évidemment, qui sont surtout des formations là à distance, que l'on suit majoritairement, soit depuis son bureau, mais surtout depuis chez soi, parce que ce sont surtout des démarches individuelles de participation au MOOC. Mais les MOOC ne veulent pas dire être isolés non plus. On a développé, enfin plusieurs acteurs développent depuis de nombreuses années là déjà des MOOC dans lesquels les interactions sont très très importantes. On a même des MOOC dans lesquels effectivement on va voir se créer des communautés qui vont se retrouver géographiquement. C'est-à-dire ce sont des initiatives individuelles où les gens vont venir participer, vont venir se retrouver, alors soit dans un café, dans une salle, peu importe, ils déterminent l'endroit. Et donc on voit que de la distance et de l'isolement, si tant est qu'il puisse y avoir isolement, se crée un effet de groupe.
Alors, la deuxième affirmation était une formation multimodale, est une formation intégralement à distance. Ben non, parce qu'aujourd'hui, justement, cette notion de multimodalité, alors le terme justement FOAD a beaucoup desservi, parce que même on parlait de FAD, formation à distance, et donc on oubliait toutes les autres modalités de formation. Les formations en salle, bien évidemment, les formations, on va dire, traditionnelles sans utilisation du numérique. Demain, et quand je dis demain, c'est vraiment dans les jours et les semaines à venir, c'est la formation en situation de travail, avec la redéfinition notamment de l'action de formation. Donc, une formation multimodale n'est pas intégralement à distance, elle est très variée, justement, elle mobilise tout un ensemble de modalités. Ce qui n'exclut pas encore de penser et de construire des formations intégralement à distance qui ont du sens en fonction des contraintes des personnes auxquelles on s'adresse. Si elles sont très éloignées géographiquement, par exemple, ou si elles sont empêchées dans le sens ayant des difficultés à se rendre dans un centre de formation pour X raisons, eh bien, il est pertinent d'imaginer une formation intégralement à distance permettant à ces personnes-là de rentrer en formation au même titre que celles qui ont la possibilité de venir dans un centre. La troisième affirmation, c'est que la formation à distance est une formation au rabais. Ça, on l'a très souvent entendu. On voit que ça interroge encore pour certaines personnes. Ce n'est pas véritablement une formation, c'est pas aussi qualitatif qu'une autre formation. Mais je dirais la qualité des formations multimodales aujourd'hui n'est plus à prouver. Et si on voulait parler, si on voulait juste se positionner sur le fait de formation au rabais, eh c'est loin d'être ça, parce qu'il faut sortir de l'idée qu'une formation multimodale ne coûte pas cher. Ça coûte, ça peut coûter très cher, ça coûte dans tous les cas, même si ce n'est pas forcément très cher. Mais l'ingénierie pédagogique qui est nécessaire pour concevoir ces formations, la production des ressources multimédia qui font appel à des moyens sophistiqués tels que la vidéo, du motion design, des serious games, des choses dont on reparlera tout à l'heure, sont effectivement des ressources qui sont onéreuses à produire. Et donc la notion de rabais s'applique pas du tout à cette formation multimodale. La dernière affirmation que je vous proposais, bien, on l'entend aussi beaucoup, c'est la crainte, c'est la machine qui va remplacer l'homme. Avec la formation multimodale, il y aura moins de formateurs, certains disaient même plus de formateurs. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Partout où l'on peut aller, quels que soient les types d'organismes de formation, publics, privés, et quels que soient les secteurs et les publics auxquels ils s'adressent, qu'est-ce que l'on constate? C'est que la place du formateur, elle reste essentielle dans un dispositif de formation en multimodalité. Donc, ces formateurs ont une omniprésence dans les phases de conception, déjà. On ne peut pas se passer de formateur pour faire de la conception. Il n'y a pas de machine à faire de l'ingénierie pédagogique. Et puis, pour les accompagner les apprenants dans leur parcours de formation, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance, ce sont des formateurs aujourd'hui qui le font. Même si on va commencer de parler de chatbot, ces robots conversationnels, pour essayer de traduire ça en français, ces robots qui vont pouvoir effectivement, automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, apporter des réponses, mais sur des questions bien précises, souvent procédurales, ou souvent des questions où on est capable de dire, de répondre par oui, non, où il n'y a pas d'ambiguïté ni dans la question, ni dans la réponse à apporter. Donc, on peut commencer sur l'accompagnement à trouver le recours à un certain nombre de ces outils. Ce sont les robots que vous trouvez sur tous les sites de commerce en ligne aujourd'hui, qui sont capables effectivement de vous aider. Vous avez toujours un petit personnage qui est prêt à vous aider dans votre démarche si vous avez du mal à passer la commande. Eh bien, c'est ça, ce sont ces fameux chatbots. Et vous avez à côté de ça, bien évidemment, toute la place du formateur qui, elle, ne change pas. Alors, pour comprendre l'essor de la multimodalité, je vous propose de balayer, mais je vais le faire très vite, le pourquoi en fait. Pourquoi on arrive aujourd'hui au développement de ces formations multimodales? Pourquoi le numérique dans la formation prend une telle importance? Bien, il est nécessaire pour ça, en fait, de voir plus globalement comment les technologies transforment aujourd'hui notre société. Et à chaque fois, je vous laisse faire dans votre tête ou entre vous, si vous êtes à plusieurs,
commenter ça en vous disant, bah oui, effectivement, nos pratiques ont changé dans ce domaine-là. Prenez en premier le monde du commerce. Si effectivement on considère, j'ai perdu mon petit pointeur, le voilà, voilà. Si on regarde effectivement ce qui se passe aujourd'hui entre est-ce qu'on va encore beaucoup dans les épiceries, est-ce qu'on feuillette le catalogue de la Redoute, est-ce qu'on se rend dans les boutiques? Oui, dans un certain nombre de cas, mais nous savons tous que nos modes de consommation ont changé avec l'utilisation du commerce en ligne, hein, donc de sites de commerce en ligne, avec le fait de commander ses courses sur Internet, d'aller les chercher directement à l'entrepôt, voire de les se faire livrer chez soi. Si on n'est pas sûr de la marque de boîte de cassoulet qu'on veut prendre, eh bien, on peut toujours solliciter par un petit bouton une opératrice qui va nous conseiller sur la meilleure promotion du moment. Et puis, dans d'autres domaines, celui du bricolage par exemple, la possibilité à l'inverse d'aller sur le site Internet, de se rendre dans une boutique pour voir, on a besoin de voir, on a besoin de toucher. Et puis, une fois que vous aurez passé votre commande dans la boutique, eh bien, vous aurez un petit SMS, par exemple, comme ici, qui va vous arriver en vous disant bah, votre chariot est prêt, vous n'avez plus qu'à vous présenter emplacement C33 et une personne viendra, comme au drive, vous charger votre commande de matériaux, de peinture et autre chose dans votre coffre. Donc on voit le gain effectivement en efficacité qu'il peut y avoir, un caractère d'accompagnement qui peut encore exister, mais ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir une relation plutôt de type cross-modal aujourd'hui. On parle de cross-modalité en matière de commerce, puisqu'on va venir dans une boutique, par exemple une boutique de vélo, mais en ayant déjà fait des recherches sur Internet. Donc on vient en étant beaucoup mieux renseigné qu'on ne le faisait avant. Autre secteur qui a bien sûr changé une partie de nos vies, une partie et surtout nos pratiques et nos modes de déplacement. Eh bien, si on veut recevoir un colis, on n'attend plus forcément le facteur ou le camionneur. On n'est plus obligé de poser une journée de congé en attendant qu'on veuille bien venir nous livrer l'armoire qu'on a commandée. Alors je ne dis pas qu'on va nous livrer l'armoire avec le vélo qui est ici, mais aujourd'hui, effectivement, on a une notion d'immédiateté, on a des services nouveaux qui se sont développés. Ces services se sont développés grâce au développement de l'Internet, au développement du smartphone, au développement de nouveaux opérateurs. Bien évidemment, faire la queue à la file de taxi, ça existe encore, mais vous savez bien quand vous allez dans les grandes villes que ce sont des applications comme celle-ci qui sont de plus en plus efficaces et qui vont nous permettre de nous déplacer différemment. Tout comme les modes collaboratifs aujourd'hui de déplacement que sont des sites de covoiturage, où là on n'a pas forcément une notion de commerce, si ce n'est bien évidemment le site lui-même qui commercialise son service, mais sinon c'est vous qui allez être dans une logique de partage. Logique de partage, nouveau mode de livraison, nouveau mode de consommation des transports, tout ça aussi, ce sont des choses qu'on va retrouver dans le monde de la formation. Secteur de la communication, bien sûr, c'est peut-être par là qu'on a commencé. Bah tiens, on va utiliser, puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez des petites mains en haut à gauche, je vais vous poser une question et vous allez lever la main si vous avez, je vais utiliser mon petit crayon, est-ce que vous avez envoyé des cartes postales cet été? Alors levez la main, levez le pouce, hein, vous avez le petit pouce comme ça, c'est sympa. Je suis d'accord, si j'ai envoyé une carte postale, voilà, faites comme moi. Si vous avez envoyé une carte postale cet été, donc Christophe a levé la main, on va dire que c'est OK, il a envoyé des cartes postales. Alors qui a envoyé? Voilà, allez, dites-nous en levant la main. Isabelle a envoyé des cartes postales, Françoise non, Catherine pour l'instant non. Ah, ça fait pas beaucoup, hein, ça quand même. Hein. Okay. Voilà, Sylvie également. On voit bien qu'effectivement tout le monde n'envoie pas encore des cartes postales. Donc ça se perd un peu au profit de quoi? Au profit de ces applications, comme effectivement comme celle-ci, hein, qui vont nous permettre en fait de prendre des photos et d'envoyer directement les photos depuis notre smartphone. Donc on continue de communiquer, on envoie même peut-être plus de photos qu'on envoyait de cartes postales. Et puis vous avez certainement vu ces services qui vous permettent de prendre des photos
et de les transférer sur des cartes postales, et ce qui fait que votre cousin, votre mère ou votre voisin va recevoir une carte postale dans sa boîte aux lettres alors que vous avez pris une photo depuis votre smartphone. Donc là aussi, ce sont de nouveaux services qui apparaissent, qui changent notre manière de communiquer avec les gens, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Alors, j'enlève mes petits états, hop, voilà. Troisième domaine, l'économie, bien sûr. Aujourd'hui, si on veut se débarrasser d'un vieux meuble, on va plus utiliser des sites comme celui-ci, hein, sans faire de pub. Le comptoir du troc, complètement gratuit aussi, où là, on va plutôt être dans le mode de l'échange. Et puis, si on cherche un professionnel, bah, bien sûr, il y a toujours le passage par les professionnels, par les annuaires hein, pour les trouver, mais aussi de plus en plus des sites à nouveau de collaboration, alors quelquefois collaboration désintéressée, ou quelquefois on va proposer des services. Et donc là, on voit bien que on ouvre un pan de l'économie nouveau avec ces applications-là, la possibilité à tout à chacun de monnayer ses compétences. Et demain, on sait bien qu'il existe aussi aujourd'hui des sites, prenez un site comme Babel par exemple, dans le domaine des langues, qui est un site où les gens peuvent apprendre entre eux, apprendre des langues étrangères, il en existe d'autres également. Donc on n'a plus besoin forcément demain de passer par un opérateur validé, certifié, conventionné, pour acquérir une nouvelle compétence, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. On aura une ouverture et ces outils nous permettent une mise en relation que l'on ne pouvait pas bien sûr imaginer avant. Le fait d'être obligé de passer par un magasin de dépôt-vente aujourd'hui va être de plus en plus rare. On va s'attacher à d'autres moyens. Voilà, alors là on a vu qu'effectivement notre environnement quotidien hein, changeait, il avait été impacté par le numérique. On considère aujourd'hui, suivant les études, que à peu près la moitié des métiers dans les 5 à 10 années à venir vont être fortement impactés par le numérique. Le commissariat à l'emploi considère que 10% en France, sensiblement 10% des métiers disparaîtront. Il y a des études américaines qui parlent de 50-60% des métiers qui disparaîtront à horizon 2030. Bien évidemment, d'autres se créeront. On ne va pas s'attacher en fait au pourcentage. Ce qui est évident, c'est que les métiers sont fortement impactés par les nouvelles technologies et le métier de la formation n'y échappe pas. Parce que qu'est-ce qui change aussi dans les environnements d'apprentissage cette fois? C'est que ces organisations-là, que vous voyez, elles vont avoir tendance à disparaître parce qu'elles ne vont plus correspondre aux nouvelles formes de formation que l'on veut développer et elles ne correspondent plus non plus aux attentes des personnes qui viennent en formation, que ce soit des étudiants ou que ce soit des salariés ou des demandeurs d'emploi. Donc ça va petit à petit, on va dire, disparaître, mais j'y viens petit à petit, parce que le problème c'est qu'on ne change pas des bâtiments comme on change une application sur smartphone, donc ça mettra forcément du temps pour s'adapter, pour aller vers des configurations de type Learning Lab, hein, par exemple, Learning Center, des lieux où effectivement on va pouvoir développer beaucoup plus des apprentissages collaboratifs, avec des lieux où on peut beaucoup plus parler d'innovation, on peut expérimenter plus facilement des lieux reconfigurables qui ne sont pas figés comme peut l'être un amphithéâtre par exemple. Donc ça, c'est ce que veulent aujourd'hui bon nombre effectivement des personnes qui sont en formation. C'est ce vers quoi se dirigent aussi des établissements de formation qui sont en train de reconfigurer leurs locaux, voire quand ils ont la chance de pouvoir changer de locaux, il est indispensable de repenser ces espaces d'apprentissage différemment. Et puis, si on est hors du cadre, on va dire, scolaire, structure de formation, bien, ce sont les autres environnements d'apprentissage, ce sont aussi tous les tiers-lieux. Vous avez ici en haut à gauche ce qu'on appelle les repair cafés, ce sont les endroits où vous amenez votre cafetière, elle est en panne, et puis vous avez quelqu'un qui va non pas vous la réparer, mais vous apprendre à comment la réparer. Donc ce sont des autres lieux d'apprentissage. Autre type de tiers-lieux. Donc ces tiers-lieux, ce sont des lieux qui ne sont ni des espaces personnels, ni des espaces de travail. Ils sont à mi-chemin entre les deux.
Ici, vous voyez bien hein, en bas à droite ces espaces plutôt pour hackers, hein, plutôt pour informaticiens, pour geeks, où on va retrouver le lieu de travail, enfin l'espace de travail, la partie machine à café et puis le baby-foot quand on a envie de se détendre. Mais on y vient, on travaille et on y vit surtout. C'est même le cas des potagers collaboratifs. Potagers collaboratifs, ben bien sûr, on peut avoir chacun notre lopin de terre, mais dans les villes essentiellement. Potager collaboratif, c'est l'endroit où on apprend aussi avec les autres à faire son jardin. Et donc, d'autres lieux, d'autres manières d'apprendre. Donc, en conclusion sur ces nouvelles formes d'apprentissage, ben ce qui prédomine, c'est de apprendre partout, que l'on soit effectivement dans un traditionnel amphithéâtre, que l'on soit dans un espace reconfigurable comme les learning centers que l'on voit ici, et puis bien évidemment à tout moment de la vie, pendant les déplacements, à la campagne, en vacances, dans les transports en commun, etc. etc. Donc, ce qui prédomine, c'est effectivement cette porosité des lieux de formation. Il n'y a plus un lieu où on apprend, il y a des lieux où on apprend. Et ça, c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe derrière. Donc justement, ça va nous permettre d'autres manières d'apprendre. Les tableaux noirs et la craie vont avoir tendance à disparaître, même s'ils entraînent encore un petit peu, ou des tableaux blancs avec des feutres, hein, ce n'est qu'une version plus évoluée, au profit d'utilisation des vidéos, au profit de l'utilisation des MOOC, de ce qu'on appelle des barcamps aussi, ces espaces où effectivement on vient écouter des présentations, et puis des living labs. Hein, on en a fait un, vous avez une photo ici d'un living lab qui a été fait au mois de mai au Dôme à Caen, où effectivement les gens viennent dans un lieu. Hein, c'est vraiment là on est ensemble, hein, c'est de la rencontre physique, mais on est ensemble pour apprendre et apprendre les uns des autres et construire quelque chose, ou alors en autonomie complète, parce qu'on peut aussi souhaiter être chez soi et être tout seul pour apprendre. C'est ça, l'un des grands atouts, c'est que l'on va pouvoir trouver des solutions qui s'adaptent en fait à nos modes d'apprentissage, à nos contraintes, mais aussi à nos aspirations. Grâce à quoi on va pouvoir mettre ça en musique, hein, on va dire, eh bien, grâce en partie à une grande variété de ressources d'apprentissage. On sera amené à les détailler, vous serez amené dès l'intercession, là je vais vous proposer d'aller en découvrir un certain nombre. Voilà, donc des choses très multimédia, très interactives, hein, comme on a ici, des serious games dont on parle pas mal en formation, mais qui ne répondent pas à tous les cas de figure. Hein, ce n'est pas le Graal en matière de formation, mais ça peut être très utile pour certains types de formation, soit très contextualisé, soit dans un environnement un peu plus imaginaire, tel qu'on l'a ici, mais sur un sujet qui là, par exemple, est l'apprentissage de la ville quand on est en situation de handicap. Hein, oui, on peut être sur des problématiques très actuelles et mobiliser l'univers du jeu. Des modules, on va dire, plus sérieux, entre guillemets, d'auto-formation, et puis bien sûr des choses qu'on connaît déjà, des quiz, la réalité virtuelle augmentée, etc. etc. Donc voilà, on reviendra sur tout ce que l'on peut être amené à mobiliser en matière de ressources d'apprentissage, et ce qui va amener du coup de la variété, vraiment, dans ce qu'on va mettre dans nos parcours pour rendre ces parcours les plus variés et les plus engageants possibles. Alors, pour construire des dispositifs de formation, bien sûr, on le fait en fonction d'objectifs. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder en quoi, enfin, quels sont les grands types de formation multimodale que l'on peut être amené à construire en fonction d'invariants qui sont les invariants d'un cahier des charges de formation. Quels sont les besoins du public? Quels sont éventuellement le cahier des charges du commanditaire? Qu'est-ce qu'il nous demande de réaliser? Quels sont les publics eux-mêmes et leurs caractéristiques en fonction des organismes de formation, parce que tous les organismes de formation, en fonction de leur métier, en fonction de leur histoire, de leur culture, ne proposeront pas les mêmes formations. Donc, je vous propose d'en balayer quelques grandes formes en fonction d'objectifs visés. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est pour ça que je vous ai mis ici les 3 petits points permettant d'aller plus loin, parce que autant de publics, autant de projets de formation, autant quelque part de formes de formation multimodales à imaginer.
Alors, la première, on a beaucoup parlé dans les années 2000, hein, c'est ça qui a fait le développement du e-learning, c'est la massification de la formation. On va chercher à déployer à grande échelle une formation. Alors, de quoi est-ce qu'on en a besoin quand on fait ça? On a besoin d'un LMS, un Learning Management System. On reviendra sur ces aspects de terminologie dans le prochain webinaire où on parlera des coulisses et je serai amené à vous parler des LMS et ce que l'on fait, à quoi servent ces fameux LMS. On parle bien évidemment aussi de plateforme de formation. Plateforme de formation, LMS, c'est la même chose. On a besoin d'un LMS, on a besoin de parcours de formation homogène. Là, l'idée, c'est que tout le monde suive le même parcours, mais tout le monde le suive dans un délai relativement court hein, et en autonomie. On s'adresse bien évidemment, puisqu'on parle de massification, à une large population que l'on va adresser par le biais d'Internet. Et cette population, elle peut être de tout type. On n'a pas forcément une uniformité dans la formation. Le but est que tout le monde se forme à ce même parcours de formation. Voilà, et puis on va s'attacher à ce que bien sûr tout ça fonctionne sur des ordinateurs de bureau, sur des tablettes, sur des smartphones. Aujourd'hui, ça devient on va dire un invariant que de chercher effectivement à ce que ces parcours de formation puissent fonctionner sur tous les équipements que on va dire, nos stagiaires peuvent posséder. Alors un exemple, je prends quelques exemples comme ça au hasard sur chacune de ces modalités. Un exemple qui était assez emblématique parce qu'il touche bien évidemment, vous le voyez ici un nombre très très important de personnes, hein, 300 000 salariés. Hop, non, c'était pas celui-là qu'il fallait que je fasse. C'est pas bien si je barre les 300 000 salariés, ils vont pas être contents. Voilà, donc 300 000 personnes concernées par cette formation, une formation obligatoire, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, obligatoire pour tous les personnels du monde de la banque et de l'assurance. Donc là, on va effectivement construire un parcours de formation. On peut y consacrer des sommes importantes en matière d'ingénierie, en matière de production multimédia, puisque derrière, de toute façon, on va en une année seulement, être obligé de former 300 000 personnes avec. Donc on voit tout de suite les ratios qu'il peut y avoir entre les investissements et la démultiplication, et donc le ratio entre investissement et public formé. Autre, autre approche, autre objectif, optimiser. Optimiser quoi? Le temps de formation ou le coût, effectivement, de développement de la formation. Alors, dans cette démarche d'optimisation, on va à nouveau avoir besoin de notre plateforme de formation. Parce que la plateforme de formation, c'est ce qui permet de mettre à disposition le parcours de formation, c'est ce qui permet d'inscrire les stagiaires dans ces parcours de formation, et puis on verra, on en reparlera la prochaine fois, c'est ce qui permet également de vérifier que les parcours ont été réalisés. C'est ça ce qui nous intéresse, que vous soyez commanditaire, formateur ou administrateur d'un établissement. Vous souhaitez savoir ce qui se passe quand les personnes sont en formation, et notamment quand elles sont à distance. Donc on a besoin de notre LMS. On a toujours besoin de parcours de formation, donc là, effectivement, ça ne change pas, mais des parcours de formation qui vont, tout à l'heure, ils étaient homogènes, là, ils sont beaucoup plus variés. On va chercher à individualiser, on va commencer d'individualiser nos parcours de formation, voire même de proposer des parcours de formation complètement différents. Soit ils sont constitués d'une seule et même brique, soit c'est un assemblage de différentes briques en fonction effectivement des besoins de formation et de la façon dont les personnes vont pouvoir se former. Est-ce qu'elles peuvent se former une demi-journée complète, une journée, ou est-ce qu'elles doivent se former par petites tranches de 30 ou 60 minutes? Donc ça peut correspondre effectivement à la taille du module de formation, à la taille du grain de formation. On aborde une notion de grain en formation multimodale. Est-ce qu'on doit descendre effectivement à ce niveau-là? Alors, on va adresser nos différents parcours de formation à une population qui est là aussi bien identifiée. Là, il ne s'agit pas effectivement d'ouvrir à un public qu'on ne connaîtrait pas. Pour optimiser le temps et le coût de la formation, on a besoin de savoir à qui est-ce que l'on s'adresse. Et donc, l'idée est de proposer des modalités qui vont tantôt
convenir à un public qui est en permanence à son bureau et qui est disponible pour suivre une formation. Bonjour, on a Christina qui nous rejoint. Moi, je parie qu'elle sort du restaurant d'application, c'est pour ça qu'elle est un petit peu en retard. Elle comprendra mon clin d'œil. Et donc, il est tout à fait possible de cibler pour une optimisation du temps un public particulier et des publics qui seraient par exemple beaucoup plus contraints, qui auraient du mal à organiser leur temps de formation. Eh bien, on va leur proposer quelque chose de plus souple, par exemple. Optimiser le coût de formation, c'est quoi également? C'est chercher par exemple à mettre une partie des séquences, tout ou partie d'ailleurs des séquences de formation à distance, de façon à diminuer les coûts de déplacement, tout simplement. C'est ce qu'ont fait les grandes entreprises et par exemple les laboratoires pharmaceutiques dans les années 2000, quand ils ont été parmi les premiers à déployer à grande échelle le e-learning, c'était pour diminuer les coûts de déplacement, en l'occurrence des visiteurs médicaux, pour éviter de les faire venir au siège du laboratoire et les laisser dans leur région plus proche des médecins. Voilà, des équipements variés, ça ne change pas. On a dit que c'était quelque part devenu un invariant tout à l'heure. Un exemple à nouveau, donc l'exemple de Schneider Electric. Schneider Electric avait il y a quelques années une problématique, c'était de former sur une formation vraiment métier mais interne, formation de produits, formation à des process, formation donc à la technicité des produits Schneider Electric qui étaient mis en œuvre chez les clients. Environ 1000 personnes, des technico-commerciaux, mais avec une particularité, c'est qu'ils étaient répartis dans le monde entier. Pour faire passer une culture maison, il était difficilement envisageable de sous-traiter ces formations à des organismes de formation régionaux, si toutefois il y avait des organismes en capacité de former au sujet précis. Ce qui a été effectivement envisagé, c'est un dispositif de formation à distance avec un tutorat assuré par les managers de proximité, c'est-à-dire que là, on s'est attaché effectivement à les laisser chez eux, mais pas les laisser chez eux tout seuls, les laisser chez eux avec un encadrement, et cet encadrement, ce tutorat était apporté par les managers ou par des collègues qui, eux, avaient déjà un certain niveau d'expertise. Donc, vous voyez comme on peut associer à la fois la distance, l'économie. On a un vrai objectif de diminution des coûts et d'optimisation du temps de travail, hein, parce que bien évidemment les déplacements sont à la fois onéreux mais consommateurs en temps, mais tout en conservant une relation et un accompagnement très fort avec du personnel qui est à proximité. Donc un contretemps pour Christina, qui pourra écouter le replay bien évidemment. Troisième situation, enfin objectif d'individualisation. On va chercher à modulariser le parcours de formation, on va chercher à individualiser et contextualiser la formation, être au plus près du niveau des besoins de chaque individu en fonction de son contexte, en fonction de ses acquis, mais également à lui apporter quelque chose qui soit au plus proche de ses besoins de terrain, hein, quand c'est en formation en situation, enfin, dans un cadre on va dire professionnel, soit formation de salariés, soit formation de demandeurs d'emploi visant effectivement un retour à l'emploi, ou on pense bien évidemment aux formations par alternance, un contrat de pro ou contrat d'apprentissage, où on va bien évidemment chercher à être au plus proche du métier et au plus proche même des besoins de l'entreprise. Donc pour ça, on retrouve, vous avez compris, c'était aussi un invariant, donc notre plateforme de formation. Mais là, on va construire véritablement des parcours individuels. Alors, c'est peut-être pas très explicite dans mon petit dessin ici, mais vous voyez bien que d'un individu à l'autre, je vais tout de suite afficher mes individus, d'un individu à l'autre qui va être positionné à un moment donné, on va identifier quels sont ses prérequis, quels sont du coup les parcours complémentaires de remise à niveau, le cas échéant, à apporter, quelles sont les exemptions que l'on peut lui proposer, dire bah, ça vous connaissez déjà, donc c'est pas la peine de suivre tel ou tel module. Donc en fonction de ce positionnement, eh bien, on va du coup pouvoir proposer à chaque personne un parcours au plus proche donc de ses besoins.
on va dire, je ne vais pas dire la tendance, mais ce sur quoi beaucoup travaillent aujourd'hui, c'est à pouvoir adapter ce parcours au fil des apprentissages. C'est ce que l'on appelle l'adaptive learning. Donc des parcours adaptatifs, mais adaptatifs tout au long, effectivement, tout au long, effectivement, du déroulement du parcours. Il ne s'agit pas simplement de positionner, de construire un parcours et qu'ensuite la personne suive ce parcours par l'intermédiaire du LMS. C'est effectivement ça au départ, mais ensuite on va, en fonction des modes d'apprentissage, en fonction de la capacité à apprendre qui va être constatée par l'ensemble des outils, l'ensemble des informations qui vont être stockées ici, par exemple, eh bien, on va analyser, c'est le rôle de l'intelligence artificielle ici, donc d'analyser toutes ces données-là pour éventuellement réorienter le parcours en fonction des caractéristiques de chaque personne. Voilà, et puis là, ben, on proposera de plus en plus des ressources variées, parce que justement, pour être au plus proche des stratégies d'apprentissage, des besoins, des habitudes, eh bien, on va utiliser bien évidemment des vidéos, on va utiliser des livrets papier, toujours des documents de type texte, des quiz, on va faire des recherches sur Internet, on va utiliser des serious games. Donc là, une grande variété de ressources et d'activités qui vont être proposées de façon à être au plus proche des besoins de chaque individu. Un exemple dans le secteur de l'apprentissage, CFA interprofessionnel, loin de chez vous en Bourgogne, ici, donc, mais qui fait de l'individualisation de formation sur des niveaux CAP à Bac Pro, sur des formations donc essentiellement hôtellerie, restauration, commerce. Et donc, avec des organisations mises en place qui sont variables en fonction de l'âge des apprentis et avec un référentiel de formation qui a été mis à entre 10, 15, voire 20% maintenant à distance pour effectivement permettre dans cette partie à distance une individualisation plus forte et une contextualisation par rapport aux attentes de l'entreprise. Voilà, donc là, on est sur des formations très calibrées, hein, bien évidemment, diplôme éducation nationale, formation diplômante, et donc on va proposer avec de l'accompagnement, hein, du tutorat, des parcours qui pourront être réalisés soit au centre, soit en entreprise, soit au domicile, puisqu'aujourd'hui, en matière d'apprentissage, on a la possibilité, la loi nous donne la possibilité de réaliser tout ou partie du parcours de formation à distance. Mais vous voyez bien qu'on a aussi privilégié, enfin, notamment sur les premières étapes, la réalisation de ces parcours en centre, de façon à accompagner aussi les individus, chaque individu vers l'acquisition d'une autonomie aussi, hein. Il ne s'agit pas de dire, on va dire, je m'excuserai l'expression, mais de mettre les gens ou de les lâcher dans un parcours à distance. Tout le monde n'a pas l'autonomie pour effectivement faire de l'auto-apprentissage, donc il faut accompagner aussi les personnes, et la première étape peut se faire en centre. Avant-dernière situation, on peut chercher tout simplement à gagner en attractivité par rapport au public, chercher à augmenter l'engagement des individus dans la formation, les rendre plus attentifs, leur donner plus envie. Et ça passe aussi par l'envie et le besoin de renouveler les pratiques pédagogiques. Donc là, le LMS ne sera pas prioritaire, on va surtout chercher à varier les outils, que ce soit effectivement par la mobilité, par des systèmes de visioconférence, par tout type d'activités qui vont être proposées sur un calendrier. On va revenir, comme tout à l'heure, on va faire appel à une grande variété de ressources pour effectivement éviter tout type, c'est-à-dire d'accoutumance, mais à l'inverse d'ennui. Si on avait une accoutumance et qu'on devenait addict à l'apprentissage, ce serait formidable, certains le deviennent, mais on va surtout nous essayer de lutter contre une certaine désaffection et contre certaine lassitude, hein, qui pourrait poindre à un moment donné. Et donc en variant à la fois les outils et les ressources qui sont proposées, tout ça dans des activités qui elles aussi ne sont jamais les mêmes, hein. On va mobiliser bien sûr des temps qui peuvent être des temps de transmission, hein, des temps de dialogue, hein, des temps d'échange, des jeux, des challenges, des quiz, des recherches, de la consultation, voilà, toutes sortes d'activités
individuelles ou collectives, mais qui vont permettre de garder l'attention, de rendre la formation plus attractive et d'aboutir à l'objectif. Le but, il n'est pas de rendre les choses attractives pour le plaisir de les rendre attractives, il est bien évidemment de viser un objectif d'atteinte des apprentissages. Quels sont les apprentissages à la sortie de la formation? Quelles sont les compétences acquises? Est-ce que ça va s'exprimer en termes d'obtention du diplôme? Est-ce que ça va s'exprimer en termes de capacité de recherche d'emploi et d'accès à l'emploi? Est-ce que ça sera tout simplement de nouvelles compétences qui vont garantir une nouvelle employabilité, enfin une employabilité supérieure, ou simplement la possibilité de mieux faire son métier ou de le faire différemment? Tous les objectifs, bien sûr, sont à la fois personnels et très divers. Un exemple que nous avions mené, que nous avons accompagné nous personnellement, les exemples précédents, on n'était pas forcément tous acteurs, mais on les connaît assez bien. Ici, on est intervenu nous personnellement. Je crois qu'on a Isabelle qui est parmi nous, hein, qui connaît bien, bien évidemment, c'est son environnement aussi. Donc avec l'introduction d'outils numériques dans les formations présentielles, le recours à des visioconférences parce qu'on était notamment sur des sites différents, donc faire intervenir un expert au sein de la salle de cours par l'intermédiaire de la visioconférence, proposer des diaporamas, des vidéos, des modules d'auto-formation, et puis l'idée aussi derrière tout ça, à travers les supports, à travers les équipements avec lesquels on va les faire travailler. Euh, je, on va chercher effectivement à rejoindre les apprenants dans leur pratique numérique. Et donc, s'ils sont très utilisateurs aujourd'hui de smartphones, ben, on va s'attacher à ce que les smartphones soient des supports permettant effectivement de réaliser la formation. Hein, aujourd'hui, c'est une erreur, ça serait une erreur que de construire un dispositif de formation qui ne permette pas d'avoir ce moyen d'accès, ce moyen de réalisation des activités proposées. Voilà, et on va terminer par ce qui fait partie quelque part de la formation, hein, ça peut être en entreprise, ça peut être au sein d'un organisme de formation, mutualiser les savoirs à travers des dispositifs permettant de développer des apprentissages collaboratifs, de partager ses connaissances. Ben, ce sont également des modalités d'apprentissage. Collaborer et apprendre entre pairs, c'est un moyen effectivement bien évidemment de se former aussi. Euh, tout repose sur la mutualisation des savoirs et des expériences, euh, dans un processus très formel ou beaucoup moins. Hein. Là, je dirais, on peut imaginer toutes sortes de choses. Les processus très formels qu'on appelait il y a une vingtaine d'années le knowledge management, hein, la gestion de la connaissance, n'ont pas toujours abouti aux espoirs, enfin, n'ont pas toujours permis de réaliser des espoirs qui étaient quelquefois infondés, hein, qui étaient quelquefois bien au-delà de ce qu'il était capable de faire, parce que justement beaucoup trop cadrant. Quelquefois, il vaut mieux donner un peu de liberté dans ces temps d'apprentissage et de partage de connaissances. Voilà. L'idée quand même étant de construire des bases communes avec un minimum de structuration pour qu'on puisse s'y retrouver. Euh, si je cherche une ressource, si je cherche une fiche d'activité dans tel domaine, il faut que je sois capable de la retrouver. Si je cherche qui est compétent dans mon entreprise, dans mon organisme de formation sur un sujet, il faut que j'ai la capacité effectivement à retrouver facilement la compétence nécessaire. Voilà. C'est ce qu'on a fait par exemple, enfin ce qui a été fait, parce que je ne suis pas partie prenante là-dessus, chez GRDF, qui en fait, pour répondre à ses clients, a ouvert à demander en fait à tous ses salariés de participer donc à différents fils de discussion sur Twitter. Et donc il y a à la fois de l'échange interne au sein de ces fils de discussion. Mais vous voyez qu'avec 50 000 effectivement, followers, hein, donc 50 000 personnes qui suivent ces fils de discussion, alors qu'on doit avoir aux alentours de 6 000 salariés, je crois à peu près, chez GRDF, eh bien, ça veut dire qu'on intéresse beaucoup plus de monde que simplement la communauté des salariés de GRDF. Et au sein de cette communauté, eh ce sont 650 personnes qui régulièrement participent à ces discussions.
et donc sur le sujet tout simplement de l'énergie, que ce soit les énergies renouvelables, les économies d'énergie, enfin tout ce qui va tourner autour du sujet de l'énergie. Donc des experts qui échangent entre eux, des personnes de terrain, et qui aussi échangent avec les clients. Donc on voit ici l'élargissement de la communauté. Hein. La communauté n'est plus simplement interne, elle est interne et externe à l'entreprise. Voilà, donc on a balayé là assez rapidement, mais un certain nombre de situations, de problématiques qui peuvent nous amener à chercher des réponses à travers des formations multimodales. Et je vous invite, en fait, je vais vous inviter par le mail dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je vais vous proposer un mini feuille de route, mais tout à fait optionnel. Hein, c'est plus le pour aller plus loin du webinar. Première chose, un parcours de découverte de la multimodalité. Alors, certains d'entre vous sont impliqués dans la refonte aujourd'hui de ce parcours. Hein. On est en train de travailler, un groupe de travail s'est lancé dans cette, on va dire cette aventure-là, dans ce travail, qui est d'imaginer un nouveau parcours de découverte, mais on va déjà s'appuyer sur le parcours existant. Donc vous avez dans ce parcours, vous voyez différents modules, la multimodalité, les plateformes sur le web. Je vous proposerai de regarder le module sur la multimodalité dans un premier temps. Et puis, dernière chose, donc voilà, donc vous y accéderez, vous retrouverez toutes ces infos-là dans le mail que je vais vous adresser. Et puis, je vais vous envoyer, pour celles et ceux qui ne sont pas trop coutumiers de l'usage enfin, de la découverte des ressources numériques telles qu'on peut les produire aujourd'hui, je vais vous envoyer donc un lien avec un accès à différents exemples de ressources, donc que ce soit des choses relativement simples, basiques, telles que des diaporamas sonorisés, à des choses plus complexes, telles qu'un serious game que vous pourrez expérimenter vous-même dans ce cas-là. Voilà, alors je sais pas, est-ce qu'il y a. Alors j'ai vu que nos amis donc, du conseil régional ont dû nous quitter, ils se sont fait mettre dehors de la salle dans laquelle ils étaient, c'est pas de chance. J'espère qu'ils nous ont bien entendus, enfin ils n'ont raté que 5 minutes, mais ils ont dû nous quitter plus tôt. Est-ce que vous avez, est-ce que vous souhaitez, je dirais, bon, on n'est pas très nombreux, si vous souhaitez faire un petit commentaire, prendre la parole, est-ce que l'on peut avoir le support? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors j'aurais dû le mettre. Attends, je vais pas- On va faire une petite chose. Hop, voilà. Normalement, je suis allé faire une modif dans un paramètre. Vous devez avoir en haut à droite un bouton. Alors, vous n'avez pas la même interface que moi, donc je ne l'ai pas trop en tête, mais qui vous permet d'accéder aux documents à télécharger. Et donc, je viens de valider comme quoi le support était public et en théorie, vous devez pouvoir télécharger le support. Parce que n'utilisez pas la petite flèche qui est en bas à côté de l'imprimante parce que vous n'allez pouvoir télécharger que la page qui est affichée. Donc il faudrait que vous fassiez ça 34 fois. Donc c'est pas très intéressant, vous allez vous retrouver avec 34 fichiers. Voilà, donc normalement vous devez trouver effectivement ce petit lien. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous me le demanderez. Je vous renverrai par un autre biais. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez activer votre micro, prendre la parole quelques instants, et sinon, eh bien, ça sera l'heure de nous quitter pour ne pas, pour essayer de respecter au mieux les horaires et ne pas déborder sur vos autres activités. Voilà, donc c'est bon. Catherine me dit qu'a priori c'est bon pour le téléchargement, donc c'est parfait. Ok. Très bien, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi. Je vous envoie dans les minutes qui suivent le mail avec les informations telles que vous les avez là à l'écran. Et puis, bien, écoutez, on se retrouve à la même heure, donc lundi prochain. Et j'espère avec le même soleil, pourvu que ça dure longtemps, tout ça. Un après-midi au soleil, ça serait bien ça aussi. Allez, à très bientôt.